Le début est bien écrit. Le début est bien écrit, nickel. C'est incroyable, incroyable quand on y pense. C'est vraiment troublant. Ouais, Ah non, troublant. Et ce qui est fou, c'est cette... Enfin, on va en parler, tu vois. Regarde. Des fauteurs racontent que nous étions transformés en bêtes sauvages, qu'on était aveuglés par la férocité, qu'on avait enfoui notre civilisation sous des branchages. Voilà une blague pour égarer la vérité. Je peux dire ceci. En dehors des marais, notre vie se présentait très ordinaire. On chantonnait sur le sentier, on buvait des primus ou de l'urwagwa. C'était au choix de l'abondance. On conversait de notre bonne fortune. On savonnait nos salissures de sang dans la cuvette. On se réjouissait les narines. Devant les marmites, on se chauffait la nuit sur nos épouses. Et on sermonnait les enfants turbulents. Oh, même si on ne se contentait pas d'attendrissement comme auparavant, on était friands de bons sentiments. C'était des jours très ressemblants, comme je vous l'ai dit. On multipliait toutes sortes d'occupations humaines, sans anicroche, à condition de s'adonner aux tueries dans la journée, évidemment. À la fin de cette saison des marais, on était trop déçus d'avoir raté. On était découragés de ce qu'on allait perdre. On était très apeurés de la mauvaise fortune et la vengeance qui nous tendait les bras. Mais au fond, on était fatigués de rien. Ça, c'est la toute fin, Olivier Dilly, du livre de Jean Hatzfeld, Une saison de machette. C'est le témoignage d'Alphonse, à la fin. De tous les témoignages, c'est peut-être le plus étonnant et le plus abyssal dans le décalage qu'il y a entre la normalité tranquille d'une existence comme les autres et le fait que tous les jours, cet homme, comme vous et moi, avec une machette, découpait femmes, enfants, adultes, vieillards, dans la mesure où ils étaient Tutsis et qu'il avait l'intention de les exterminer jusqu'au dernier. Oui, avec cette dernière phrase qui est quand même on était effrayante, on était fatigué de rien. Ouais. Il n'y a aucune disparition du désir, rien du tout, avec tout ce discours, effectivement, de la quotidienneté de la vie, des pratiques. Et puis le début de ce passage, là où il paraît vraiment intéressant, c'est que il récuse, au fond, une forme d'explication qui serait rassurante, qui serait l'explication qui dirait... On est des super salauds. Voilà. Au fond, ça nous rassurerait énormément de savoir que ceux qui sont ces bourreaux, qui ont des comportements atroces, etc., sont des êtres quasiment démoniaques, quasiment par nature. Et en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que non, en fait. Il parle bien justement de vérité là-dessus. Il dit, voilà, c'est des histoires qu'on raconte que de dire qu'on était des gens atroces, des démons comme ceci. À la fin du livre, il y a même une photo. Ils ont l'air sympathiques, là. Ils sont assis en cercle. Ils ont une bonne tête. Ils sont sympathiques. Tiens, viens là, caméra. Regarde la photo des meurtriers sympathiques. Comme ils ont l'air sympathiques, ils ont l'air chaleureux. Et ce qui est très, très troublant, justement, dans ce décalage-là, c'est que, effectivement, face à l'horreur, face au mal, on voudrait une explication. On voudrait être capable de rendre compte, de trouver des raisons qui permettent de justifier ce qui s'est passé. Et finalement, si on dit on a affaire à un horrible salaud, une espèce de démon sur pattes, bon, c'est formidable, c'est bon, le problème est réglé. En plus, on peut s'accepter totalement de cette situation. Donc, au fond, c'est assez confortable. Et ce que nous montre ce texte, c'est véritablement l'impossibilité de trouver une explication qui rende compte, qui permette de comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, on a cette exigence, c'est là cette espèce de tension dans laquelle on a cette exigence qui fait que il nous apparaît comme un devoir de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire on peut pas décider que finalement on n'a rien à en dire. C'est-à-dire que le mal, au fond, serait plus digeste si le tueur était inhumain, si le tueur était monstrueux. Le problème ici, c'est que le tueur est banal, est ordinaire. Arendt aurait fait grand cas de ce témoignage, Hannah Arendt, qui disait la même chose d'Eichmann. Ici, autre génocide, objectivement, le génocide Tutsi par les Hutus, 800 000 morts en 4 semaines, et les meurtriers sont de braves types. Oui, c'est là justement quand on pense à la remarque d'Arendt quand elle avait assisté au procès Eichmann, même si c'est parfois contesté, ce qu'elle remarque, c'est qu'il n'y avait rien de spectaculaire dans le personnage de Eichmann. Au fond, elle dit la banalité, ça ne veut pas dire que c'est un mal sans effet ni quoi que ce soit. Ça ne veut pas du tout chercher à amoindrir le mal, à amoindrir l'horreur, à la diminuer. C'est simplement remarquer que finalement, on n'a pas en face de soi un être spectaculaire. Et
Et en même temps, c'est là que la pensée est mise complètement en déroute par rapport à cette situation. Est-ce que on est pris d'une tension, c'est-à-dire soit on se retrouve à être en mesure d'expliquer ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, si on explique, le risque c'est de justifier, si on en dit trop, ou alors on n'en dit plus rien, parce que finalement on est face à une forme d'indicible, on n'a rien à dire, mais en même temps c'est un échec aussi de la pensée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là? Ben, effectivement, quand on voit l'horreur de cette image... La meilleure façon n'est-elle pas de se taire? Voilà des cadavres d'enfants alignés. Il se trouve que la majorité de ces enfants, d'ailleurs, sont Hutus. Mais enfin, on est au Rwanda, c'est-à-dire en enfer. C'est-à-dire non pas ailleurs que sur Terre, mais bien sur Terre, et avec des bourreaux qui ne sont pas des petits diablotins, mais des humains. Le problème n'est pas l'inhumanité du meurtrier, mais son humanité. Et voilà. Voilà. C'est même... enfin, cette image ahurissante est indicible et elle est inoubliable. Et on est face à elle et on ne peut pas dire ni faire grand-chose. Au fond, c'est presque indécent ce qu'on fait là, de réfléchir là-dessus, je trouve. C'est vrai qu'il peut y avoir il faut le faire pourtant. Une indécence de... C'est la formule qu'utilise, je me souviens bien, Primo Levi dans C'est un homme, quand il dit nous ne pouvons, mais nous devons comprendre. Et c'est véritablement le défi. C'est Ricoeur qui parle du mal comme un défi pour la pensée. C'est ça le défi pour la pensée. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce que comprendre tendrait à justifier, et en même temps, nous devons, parce qu'on ne peut pas rester uniquement silencieux face à cette question. Pour résumer la chose, comment se taire face à ça, et comment parler face à ça? C'est toute la question avec laquelle... pour venir sur un terrain un petit peu plus théorique, c'est toute la question avec laquelle la philosophie au XXe siècle va lutter. Ce que dit Arendt le moment où elle dit le mal sera la question essentielle de la philosophie au XXe siècle, c'est finalement cette réalité face à laquelle on est confronté. Dans les frères Karamazov, Ivan Karamazov, c'est un moment fameux des frères Karamazov, Ivan Karamazov dit... il parle à son frère Alyosha et il lui dit je veux bien penser qu'un jour, le jour du jugement dernier, Dieu réconciliera tout le monde. La femme embrassera le bourreau de son fils, le fils retrouvera son père, que tout le monde se réconciliera, etc., que ce sera l'harmonie universelle. Je veux bien penser tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je m'en fous, en fait. Justement, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que cette harmonie a besoin, pour exister, de la souffrance fût-ce d'un enfant. Et que la seule souffrance d'un enfant est déjà une souffrance de trop. Et c'est une souffrance qui justifie que, très respectueusement, et sans nier son existence, je rende mon billet à Dieu. Et à partir de là, Camus décrit très bien ce moment-là dans L'homme révolté, cette révolte qui fait que Karamazov, constatant la souffrance d'un enfant, constatant qu'on ne peut pas surmonter ça et que rien ne justifie ça, et que cette souffrance n'est pas soluble dans la perspective d'une réconciliation, Karamazov juge Dieu. Il ne nie pas son existence. Il le juge. Il le juge et il le condamne. Et il devient fou lui-même en déclarant que finalement, mort lui est vie et en laissant assassiner son propre père. C'est le fait qu'effectivement, on peut pas se réconcilier. On est face à un irréconciliable. On est face... On a un peu cette même... C'est ça qu'on appelle le tragique, d'ailleurs, que les gens comprennent mal. Le tragique, c'est le non réconciliable. C'est la tension entre deux aspects qui ne sont pas réconciliables. C'est là qu'on confond, c'est vrai, spontanément le tragique et le dramatique, mais le tragique, c'est la tension entre deux aspects absolument irréconciliables. Cette même idée, on la trouve dans le texte de Job. Le moment où Job, où tous ses amis viennent et essayent de justifier le mal qui lui arrive, Job, sa réponse, c'est qu'il n'y a pas de commune mesure. On ne peut pas penser une logique de rétribution, en quelque sorte, en pensant une commune mesure entre le mal commis et le mal subi. Et le mal subi, c'est-à-dire la souffrance, n'est pas réconciliable dans une pensée comme ceci de l'harmonie. Et
Ça me fait penser aussi, au fond, à cette formule que Bataille a à propos de Hegel, quand il parle du système de Hegel qui essaye de penser la réconciliation. Que tout se réconcilie comme les rivières se perdent dans la mer. Et quand il dit, il manque à Hegel une dent malade. La dent malade, c'est-à-dire, au fond, Hegel ne veut pas en entendre parler de cette dent malade. C'est-à-dire la souffrance, la véritable souffrance sur laquelle il s'agirait de s'arrêter, il n'en veut pas. Il faut rappeler que le propos de Hegel, qu'il faut tenir devant cette image, c'est de considérer, pour le dire très vite, que voir le mal, c'est mal voir. Et qu'au fond, les douleurs individuelles sont solubles dans la perspective de la raison dans l'histoire ou du déploiement de l'esprit objectif. Et qu'en définitive, il faut être myope et s'arrêter à ce qu'on a sous les yeux pour considérer qu'il y a là un mal absolu, alors que ce qui nous semble un mal absolu ne nous semble tel que parce que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez ou que ce que nous avons sous les yeux. Parce qu'on regarde par le petit... On regarde l'histoire, comme dirait Hegel, comme le valet regarde par le trou de la serrure. Ouais. Il voit pas, il n'a pas cette espèce de distance pour saisir la totalité de l'histoire. Il y a des philosophies parfois, moi, qui me sont très antipathiques. Je trouve cette façon de penser l'histoire, ce rapport au mal, cette façon d'englober le mal dans un raisonnement qui viendrait le justifier, dans une théorie qui le justifie, cette façon à la fois d'absolutiser le mal et de le dissoudre, m'a toujours semblé extrêmement antipathique. Olivier Dilly, après tout, on a le droit de penser avec l'épiderme. Oui, puis c'est effectivement oublier la souffrance et d'une certaine manière oublier l'altérité. Oui. C'est laisser de côté complètement le fait qu'il y a un autre qui ressent, qui souffre, et que l'autre, ce n'est pas qu'un être qui participe à une totalité, c'est aussi un être qui, justement, souffre. Le paradoxe, c'est que nous avions tout à l'heure 10 enfants sous les yeux, et en voici 50 000 peut-être qui meurent d'un coup. Voyez ? C'est Nagasaki. C'est un peu moins que 50 000 sur l'instant, sur le moment. C'est l'explosion donc de la bombe de Nagasaki. Et juste une image qui est tout à fait étonnante sur laquelle je tiens à ce qu'on s'arrête, c'est une coïncidence du regard. Suis-je fou ou suis-je le seul à voir ici c'est très troublant, oui. un visage? Bien. Un œil, un nez, une bouche. Ce qui est, alors, évidemment, on n'est pas dans la pensée magique ici. On n'est pas dans la pensée magique, mais symboliquement, si vous voulez, ce que cette image hallucinante peut signifier, alors là, pour le coup, c'est à quel point l'humain est le bourreau de lui-même. Comme dirait Myriam Revaud-Dallum, ce que l'homme fait à l'homme, si vous voulez. Et il a fallu que le hasard d'une déflagration inscrive la forme d'un visage dans un nuage artificiel et un nuage mortel pour que finalement l'humanité de cette affaire nous saute aux yeux. Oui, puis alors cet événement, là, il me semble que c'est, on évoquait un peu Hegel tout à l'heure, c'est la ruine de la pensée hegelienne, parce que là, on est dans l'irréconciliable. C'est la possibilité d'une destruction totale de l'humanité, c'est-à-dire d'une histoire dans laquelle il n'y aurait plus d'hommes. Et Du fait de l'homme. Du fait de l'homme. Et donc, on ne peut pas penser qu'il s'agit d'un moment qui participe à une avancée de l'histoire et que ce moment n'est qu'un moment relatif, puisque là, on est face à la destruction totale. Alors, c'est la phrase il y a une formule comme ceci qui est assez ironique et assez violente de Adorno, quand justement Saint-Jean Hegel dit, quand il voit Napoléon rentrer sur son cheval à Iéna, il dit « j'ai vu l'esprit du monde sur un cheval ». Et Adorno dit ce que j'ai vu, moi, ce n'est pas l'esprit du monde sur le dos d'un cheval, mais l'esprit du monde chevauchant une fusée sans tête. Pensons exactement à cette question-là. C'est-à-dire ce moment où on est dans une ruine définitive de cette idée que le mal n'est qu'un moment. On se retrouve dans une situation où, pour la première fois... Alors, on l'avait déjà évoqué, je pense à Rousseau, donc quand il parle de la pitié, à un moment il dit oui, si on avait dû faire confiance en la raison, ça fait longtemps que l'humanité aurait disparu. En fait, la pitié, c'est ce qui fait que l'humanité tient toujours debout. C'est ce qui est de l'ordre du sentiment. Oui, la raison, c'est ce qui permet au philosophe de dire depuis sa tour d'ivoire à l'autre, péris si tu veux, moi je suis en sûreté. Voilà. Alors que la pitié, c'est ce qui le rend sensible à des douleurs qu'il n'éprouve pas. Voilà. Et là, ce que Rousseau formule à la fin, en fait, cette expérience-là, c'est véritablement l'expérience du XXe siècle. C'est-à-dire, on est dans une situation où l'humanité est en sursis.
On est rentré dans une nouvelle ère au XXe siècle. L'humanité est désormais en sursis. C'est-à-dire, c'est pas nous qui sommes en sursis, parce que ça, c'est le cas depuis la naissance, mais c'est l'humanité comme telle. Comme telle. Qui se découvre en sursis à l'occasion de cela. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier, grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. C'est Camus qui écrit ça, Albert Camus, dans l'éditorial de Combat, du 8 août 1945. Précisons qu'il parle d'Hiroshima et non pas de Nagasaki. C'est-à-dire que le lendemain de ce texte, il y avait cette bombe qui explose, c'est-à-dire cette déflagration en 2 temps. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix, le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Le paradoxe, c'est qu'on reste indécis. Et cette réalité qui se pose, c'est que je disais, l'humanité est désormais en sursis et le monde peut continuer sans les hommes. Et en même temps, ce qui est très troublant avec ce qui s'est passé là, avec Hiroshima et Nagasaki, c'est que pour détruire des centaines de milliers de personnes, il a suffi qu'un individu appuie sur un petit bouton, en étant à 10 000 mètres d'altitude. C'est l'abstraction de ce phénomène qui est fascinante. Et cette image, l'image de la bombe atomique, a une, je veux dire, les douleurs sont solubles dans la beauté, pour le coup. Alors que là, c'est insupportable. Oui, parce qu'en fait, il y a une telle distance. Et il y a une telle distance, telle que, d'abord, quand on voit cette image, on n'imagine pas ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, on voit cette image, on regarde, là, vous parliez de cette beauté, là, de champignons qui montent. Il y a quelque chose d'inimaginable dans la quantité de personnes détruites. De la même manière, penser la destruction de l'humanité, c'est quelque chose que l'on n'imagine pas. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que finalement le mal, ça n'est pas tout simplement l'abstraction? C'est sans doute... C'est le fait qu'un homme puisse, en appuyant sur un bouton, déclencher un cataclysme qui tue des dizaines de milliers de gens, tout en rentrant chez lui le soir en mangeant tranquillement. Oui, parce que en fait, il y a une attitude absolument déresponsabilisante dans ces nouvelles possibilités du Une sorte mal. de solipsisme, de solitude absolue de l'individu qui des n'est pas choses- affecté par le mal qu'il fait. Et avec des choses qui se passent sans nous. C'est-à-dire celui qui appuie sur ce petit bouton. Il n'est pas là. Après, c'est toute une suite d'enchaînements, et on pourrait en arriver à une destruction de l'humanité avec des missiles, des contre-missiles qui réagissent, etc., que la planète explose avec des machines qui marchent toutes seules. Et en fait, c'est quand même un des traits de notre modernité, avec le développement de la technique, c'est que les machines opèrent toutes seules. Elles peuvent opérer toutes seules sans les hommes. Est-ce que vous avez le sentiment d'une... On va regarder ce tableau étonnant, le tableau Le Cauchemar de Fuseli qu'on a nous sous les yeux et que la caméra de Guillaume va vous montrer bientôt. Est-ce que vous avez le sentiment que la question du mal a changé avec les moyens dont nous disposons? C'est-à-dire qu'avec ce XXe siècle qui est le plus sanglant de tous, et de loin, la problématique du mal est d'une autre nature qu'au temps de Dostoïevski, par exemple, ou qu'au temps de Dostoïevski auquel Camus se réfère en permanence. Parce que je dis ça parce que Hatzfeld lui-même, dans sa saison de Machette, cite un passage typiquement dostoïevskien, alors qu'on est au XXe siècle quand il parle. Il me semble qu'il y a quelque chose... c'est le philosophe... Günther Anders qui montre, à mon avis, vraiment bien ça. Il y a quelque chose de radicalement nouveau au XXe siècle, c'est que on est face à une situation telle que ce qui peut advenir est inimaginable. On est dans l'incapacité de se représenter véritablement et d'imaginer. Je repense à cette bombe atomique, l'horreur de cette bombe atomique. C'est l'idée même d'une destruction totale de l'humanité. On ne peut pas l'imaginer à un point tel que on est beaucoup plus effrayé par une épidémie de grippe aviaire que par l'idée que, finalement, tous les missiles qui sont pointés à droite à gauche pourraient s'enchaîner et que l'humanité pourrait être détruite. Oui, qu'on se représente toujours de façon un peu ludique, d'ailleurs. Oui. On voit le globe terrestre avec des petites explosions ici Comme et là. si, C'est toujours, il y a des petits champignons qui poussent. Et les représentations sont toujours un tout petit peu gamines. Ludique de cette grande nuit nucléaire. D'ailleurs, on peut remarquer, si on déplace sur cette question, on peut remarquer que le fait que ces machines se déploient sans nous,
c'est aussi ce qu'on peut constater, puisqu'on parlait de la dimension contemporaine du mal, c'est aussi ce qu'on peut constater d'un pur point de vue économique. Quand on voit le nombre de transactions économiques qui sont faites sans qu'il y ait aucune intervention humaine, on peut avoir une catastrophe économique qui se met en place simplement parce que les machines font des ordres de marché, etc. Et tout s'enchaîne sans même qu'il y ait une intervention humaine. Et là, il y a quelque chose de radicalement nouveau, sans doute, qui émerge au XXe siècle. J'ai parlé tout à l'heure d'un passage de Dostoïevski dans une saison de Machette. Il dit ceci. Ce sont des témoignages d'assassins, de meurtriers. Je me souviens de la première personne qui m'a regardé au moment du coup sanglant, ça c'était grand-chose. Les yeux de celui qu'on tue sont immortels s'ils vous font face au moment fatal. Ils ont une couleur noire terrible. Ils font plus sensation que le dégoulinement de sang et les râles des victimes, même dans un grand brouhaha de mort. Les yeux du tué, pour le tueur, sont sa calamité s'il les regarde. Ils sont le blâme de celui qu'il tue. C'est exactement ce qui arrive à Raskolnikov dans Crime et Châtiment quand il commet son meurtre et qu'il a ses yeux qui lui rentrent dans la tête et dans la mémoire. Et moi, j'ai tendance à retrouver ces yeux-là, dans les yeux du cheval, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, c'est intuitif, mais qu'en dites-vous? C'est une hypothèse. Mais dans cette opposition profonde qu'il y a Rappelons que ici... c'est un tableau qui date de la fin du XVIIIe siècle. Hein. Ouais. Mais dans cette opposition ici qu'il y a véritablement entre la lumière et l'obscurité, cette formule qu'il y a chez Asfeld, moi, me fait penser aussi à ce texte de Hegel dans lequel il dit l'homme c'est cette nuit, et quand on regarde justement l'homme dans le fond des yeux, c'est cette horreur qu'on voit émerger. Et justement, la lumière qui est justement, si on pense bien, la lumière de la raison, la lumière de la rationalité. Le siècle des Lumières, c'est quand même la lumière de la raison, qui, finalement, laisse de côté l'obscurité. Je pense à cette formule de Hegel aussi, quand il dit, pour parler de la philosophie, il dit « La chouette de Minerve prend son envol au crépuscule ». Oui, crépuscule. Quand la nuit tombe, c'est là que la pensée est là pour repenser tout ce qui s'est passé dans le jour. Mais justement, si elle est là pour penser ce qui s'est passé dans le jour, elle laisse de côté la nuit. La nuit, et si on pense bien d'ailleurs à toutes ces métaphores... Ce que vous voulez dire, pardon, c'est que c'est la nuit qu'il faut réussir à penser. C'est la nuit qu'il faudrait réussir à penser. C'est-à-dire qu'il faut concevoir une lumière qui ne dissipe pas l'obscurité, voilà. au fond. C'est ça. C'est tout le travail. D'ailleurs, Stéphane Assier, qui travaille, notre chef électro, qui s'est occupé d'éclairer ce tableau, a fait en sorte ici que la lumière magnifie l'ombre et l'obscurité du tableau plus qu'elle ne la dissipe ou qu'elle ne la recouvre. Cette métaphore de la nuit, d'ailleurs, on la trouve... il suffit de penser à des textes comme Nuit et brouillard, etc., où on retrouve bien cette image de la nuit comme ceci en permanence. Et la nuit, c'est justement ce que la pensée rationnelle laisse de côté. Laisse comme, finalement, quasiment de l'insignifiant. Or, justement, le mal, c'est cette nuit. Et penser la nuit, ça veut dire penser nuitamment. Et penser nuitamment, ça veut dire penser loin des concepts. C'est sans doute penser loin des concepts, et c'est sans doute... Loin de la clarté promise par une explication synthétique et conceptuelle du monde. En effet, et c'est là qu'on peut repenser d'ailleurs à ce que Enders nous dit sur le Hiroshima et la bombe atomique. Il nous dit on est face à quelque chose qui excède notre imagination. Peut-être que penser la nuit, c'est redonner sa place à l'imagination. Non plus être du côté du concept, ou de la rationalité, qui toujours prend la nuit comme un moment, le mal, pour revenir sur la question du mal, comme un moment relatif dans l'avancée de l'histoire, mais que l'imagination est peut-être, et c'est ce que ce tableau finalement peut nous montrer, l'imagination c'est peut-être justement ce moment d'accès à la nuit, là où la raison n'a pas accès. Au fond, l'imagination, c'est ce qui nous permet peut-être d'avancer vers la nuit. C'est-à-dire que de la même façon que la lumière ici, la lumière par exemple du tableau de Fuseli ne doit pas dissiper l'ombre, mais au contraire la montrer. Le travail de la raison n'est pas de dissiper l'imagination, mais au contraire de s'effacer devant elle, de la réhabiliter face à de tels problèmes. Sans doute de la réhabiliter, et là je ne peux pas m'empêcher de penser une fois de plus à Rousseau, qui n'aura de cesse de penser une place à donner à l'imagination à travers et sa question de la pitié et sa question de l'éducation. L'éducation n'est pas qu'une éducation de la raison, elle est aussi une éducation de la sensibilité. Ça, c'est le mot de la fin. Peut-être en se dirigeant vers la nuit. On n'a pas le choix.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec l'émission Le Gai Savoir sur France Culture. Philosophie, à voir, à revoir sur Arte+7.